Bonjour. Donc je vais vous parler, du rôle et du fonctionnement de la commission Mobilité 21. Donc, nous rappelons tout d'abord que la commission Mobilité 21, ou commission Duron, du nom de son président, a été mise en place à l'automne 2012 par le ministre des Transports, Frédéric Cuvillier, pour hiérarchiser l'ensemble des projets d'infrastructure prévus dans le SNIT, donc le schéma national d'infrastructure de transport, et non financés, c'est-à-dire environ 70 projets de toutes sortes, qu'il s'agisse de projets autoroutiers, portuaires, ferroviaires ou autres. Le tout estimé à plus de 245 milliards d'euros. Donc le gouvernement a voulu un petit peu temporiser, je pense, devant l'ampleur des investissements prévus par la loi du Grenelle de l'environnement. On peut lire sur le site du ministère du Développement durable: le schéma national des infrastructures des transports n'est pas compatible avec l'objectif de retour à l'équilibre des finances publiques. Il est donc nécessaire de construire une vision soutenable des transports en donnant la priorité aux transports du quotidien. Donc quand on lit ça, on se demande un petit peu pourquoi on est encore ici en train de se battre. Cette commission, donc vous verrez, j'ai mis les liens internet directement pour avoir les documents en direct pour les retrouver. Cette commission est composée de 10 membres, 10 parlementaires, issus... 10 membres, pardon, excusez-moi, 6 parlementaires, issus de la représentation nationale, et 4 personnalités qualifiées dans le domaine des transports, ce qui paraît parfaitement justifié et logique. Les parlementaires sont majoritaires et sont éclairés dans leurs décisions par les experts qui sont les personnalités qualifiées. Lors de l'annonce de la constitution de cette commission, nous avons espéré que la raison enterre le projet LGV PACA, qui est estimé, on l'a dit, à peu près à vingtaine de milliards avec les dépassements normalement prévus. Pour 170 km, ce qui offre un gain de temps minime pour un projet le plus cher après la ligne Lyon-Turin. Mais ne faut-il pas assurer un carnet de commandes pour les industries du ferroviaire et du BTP? Alors personne n'a parlé d'abandon de projet, mais seulement de hiérarchiser. Ce qui est quand même, quand on voit les sommes engagées, un comble. Vouloir hiérarchiser des choses infinançables, je vois pas bien l'intérêt. À un moment donné, il faut prendre des responsabilités et annuler des projets qui ne sont pas responsables. Le rapport de M. Mariton, les propos de M. Pépi, PDG de la SNCF lors des assises du rail, et maintenant le rapport de M. Bianco, tout cela nous semblait indiquer la voie du bon sens. Dans son rapport, M. Bianco, pour lutter contre l'endettement chronique du secteur ferroviaire, on a parlé des 30 milliards, 32 milliards de dettes des RFF, préconise de ne pas construire de nouvelles LGV, mais d'augmenter les ressources par accroissement des productions de sillons. Donc, comment on fait pour accroître des sillons? On augmente plusieurs choses. Je vais vous citer donc, M. Henri Poupard-Lafarge, président d'Alstom Transport, qui lors du colloque sur les 30 ans de TGV disait: pour augmenter la capacité de sillon, il faut d'abord améliorer la signalisation. Actuellement, on nous dit que notre voie TER est saturée. Il y a un train toutes les 20 minutes. Quand on veut faire passer des métros qui sont aussi des trains, parce qu'on les appelle autrement, mais ce sont aussi des trains, il y a un métro toutes les 2 minutes. Donc il y a énormément à faire sur la signalisation. Et là, on a de la rentabilité pour la SNCF en perspective. Ce qui est le plus efficace en termes de coût-rendement, disait-il, donc, sur la signalisation. Ensuite, on améliore le matériel roulant. Et enfin, on double l'infrastructure, ce qui coûte le plus cher, on le voit. Donc, après ce réglage, là j'en profite pour dire un petit mot personnel, c'est-à-dire qu'après on aura un petit problème. Si on met des TER qui se déplacent rapidement de gare en gare pour se déplacer, pour dire soit à Toulon, soit à Marseille, par exemple, ma fille part de Bandol, elle a pris 2 PV parce qu'elle est partie 2 jours, parce qu'elle était mal garée, les parkings sont bondés. Et ça, c'est la responsabilité des maires. Donc, que feront les communes dans lesquelles on mettra des TER? Est-ce qu'il faudra qu'elles investissent aussi, ça il faudra en parler, de l'investissement des parkings? Qui va les financer? Donc, surprise est grande d'attendre dans le point d'état des travaux de la commission, non seulement que la LGV PACA se trouve en bonne position, mais qu'elle est 6e sur les 70 projets. Donc, ça c'est un article qui est paru dans Mobilicité, où vous pouvez aussi le voir. Donc, l'idée nous est venue de regarder de plus près cette commission, parce que arriver à classer ce projet que nous on estimait logiquement tomber dans le tréfonds de la liste, on le voit 6e. Donc les membres, je vais vous les citer, et j'ai fait un petit tableau tout simple. Eva Sass, députée de l'Essonne, donc elle a un projet sur son territoire qui est la LGV Interconnexion Sud de Paris. Un budget de 1,4 à 3,4 milliards d'euros, donc en 2e position. Bernard Blanchet, député de la Meuse,
Son projet dans son territoire, c'est le doublement de l'A31, c'est un petit projet à 1,3 milliard, en 3e position. André Chassaigne, député du Puy-du-Dôme, son secteur c'est le Puy-du-Dôme, donc c'est le LGV Paris-Orléans-Clermont-Lyon, 14 milliards, en 5e position. Monsieur Louis Ney, sénateur des Alpes-Maritimes, maire de Cagnes, LGV PACA, 20 milliards, en 6e position. Et là, on a 2 surprises. Michel Delebarre, député du Nord, sur lequel ce projet de région, c'est le canal Seine-Nord-Europe. C'est quand même un projet européen inscrit dans le schéma européen des transports. 4,4 milliards d'euros en bas de classement. Et Philippe Biot-Monron, député du Calvados, son projet, dans son secteur, c'est la liaison Paris-Normandie. Je n'ai pas pu avoir les chiffres, mais je pense que c'est de l'ordre de 4 à 5 milliards. Et qui est aussi en bas de classement. Donc tous ces projets sont bien classés, sont situés dans des circonscriptions des membres de la commission, même si ce sont les plus chers, comme le POCL et le PACA. Mais les projets mal classés sont défendus par le ministre des Transports. Pour le canal Seine-Nord, par exemple, M. Duron a envoyé un tweet à M. Cuvillier le 16 avril, c'est sur son site. Nous souhaitons donner toutes les chances au canal Seine-Nord. Alors pourquoi est-ce qu'on le classe dernier? Là, je ne comprends pas. Pour la ligne nouvelle Paris-Normandie, c'est Frédéric Cuvillier, ministre des Transports, qui a écrit le 4 février dernier à Jacques Propoport, le patron de Réseau Ferré de France, pour argumenter en faveur de la ligne nouvelle Paris-Normandie face à la commission Duron sur la question de l'optimisation technique et financière du projet. Vous avez aussi le lien. Donc un exemple supplémentaire des aberrations du travail de cette commission, ou de son non-travail, je ne sais pas. Exemple supplémentaire de la ligne nouvelle Poitiers-Limoges, classée dernière par la commission le 25 mars 2013. Il y a les articles. Et le ministre approuve le projet le 26 mars 2013, le lendemain, en disant, bien sûr, sous réserve du travail de la commission Mobilité 21. Donc nous nous posons beaucoup de questions sur le rôle de la commission, sur son sérieux, et nous sommes très inquiets des conclusions qu'elle pourrait tirer dans les conditions actuelles. Je vous remercie.